Donc on va pouvoir commencer il est 12h30 précis. Merci donc d'assister à ce webinaire éolien, quel matériel et quel contrat pour votre projet. Donc pour la première fois dans les formations énergie partagée, nous accueillons donc vrais nouveaux intervenants, dont David Saint-André, que je tiens à remercier, qui est directeur de l'industrie éolienne chez Poma. C'est bien ça. Et donc voilà, par rapport à ça, donc c'est une petite nouveauté chez nous. Donc bien sûr, David adhère à la cause, il est sociétaire NRCOP néanmoins, il va présenter un contenu qui est de la vision d'un industriel, d'une marque. Alors même s'il s'efforce d'être aussi, comment dire, Impartial. impartial que possible, il y aura quand même possibilité pour vous de trier un peu dans ce qui est dit. Et voilà, mais on tenait quand même à faire cette présentation avec lui parce qu'on a grande confiance en lui. On sait aussi que sur le matériel éolien, on est souvent coincé par le fait qu'il n'y a pas beaucoup d'intervenants français. Donc là, on a un intervenant français. Donc c'est parce que David adhère aux valeurs, parce que Poma est un intervenant français, on pensait que c'était deux très très bonnes raisons de le faire intervenir. Il a une grande connaissance du matériel, du secteur, des intervenants. Et donc, on est très content de le recevoir dans ce webinaire aujourd'hui. Voilà, donc je vais lancer votre présentation et je vous laisse commencer. C'est parti. Super. Alors au niveau de l'animation, donc Julien a déjà présenté David, je me présenterai un petit peu plus rapidement après. L'objectif aujourd'hui, c'est de vous présenter la façon dont on choisit des éoliennes en fonction d'un site, surtout le process de développement d'un projet, avec une première partie que nous avons souhaité vous faire concernant les éoliennes qui existent dans le monde. Et je vais donner tout de suite la parole à David pour vous présenter plus précisément le programme. L'idée, c'est qu'on l'a construit à deux, l'intervention, enfin à trois si je compte Julien, bien évidemment. On a voulu aborder un peu la présentation du marché des constructeurs, d'abord au point de vue mondial, parce que ça en a une importance pour retrouver l'organisation du marché français, et puis avancer petit à petit dans les différentes technologies d'éoliennes, les différentes familles, leurs caractéristiques, et avancer doucement vers ce que sera le choix d'une éolienne pour un site, et des aspects contractuels. Alors comme le disait Julien, moi je vais essayer d'amener un petit peu de mon expérience qui est aujourd'hui celle d'un constructeur, mais j'en ai eu d'autres par le passé, je vais y revenir. Et l'idée c'est que tout le long, même si moi je vais essayer d'être le plus neutre possible en termes de marque, de constructeur, et vraiment essayer de simplement partager une expérience, Mathieu sera là aussi avec son regard pour modérer ce que je vais pouvoir dire et peut-être prendre un petit peu de hauteur et apporter des compléments. C'est un petit peu comme ça qu'on a organisé la présentation. L'agenda précis, vous l'avez sous les yeux et on va le dérouler du début jusqu'à la fin. Alors quelques mots de présentation. Moi je suis administrateur d'Enercop depuis 2 ans. Je suis le projet Enercop depuis sa genèse et j'interviens dans le secteur du renouvelable depuis un peu plus de 10 ans, en particulier dans l'éolien. J'étais à la CNR à partir de 2004 en charge du développement de projets éoliens et j'ai occupé successivement plusieurs postes en lien avec la construction puis l'exploitation de parcs éoliens. Et mi-2015, j'ai décidé de créer Egrega, qui est une structure qui vient en appui au territoire, territoire signifiant collectivité, collectif de citoyens, entreprises locales, syndicats, pour leur permettre d'être partie prenante de projets et de faire en sorte qu'ils puissent développer ces projets en connaissance. Donc aujourd'hui, effectivement, comme l'a dit David, moi j'apporte cette vision globale, plutôt maîtrise d'ouvrage, porteur de projet, à la fois sur les aspects développement, construction et exploitation, avec aussi une vision financement de projet. Voilà. Et alors pour ma part, je suis consommateur et puis sociétaire d'Enercoop depuis, ça doit faire 10 ans. Je pense, ça doit faire 10 ans. J'ai commencé dans l'éolien en 2005, donc là ça fait 12 ans, et j'ai travaillé longtemps, 7 ans, chez un porteur de projet qui est Enertrac pour ceux qui connaissent, développeur et exploitant de projets éoliens comme il y en a un certain nombre sur le territoire. J'étais notamment en charge des lots électriques, du raccordement au réseau, des travaux
et puis aussi de certains sujets d'exploitation. Ensuite, au bout de 7 ans, j'ai rejoint le syndicat des énergies renouvelables. Mon rôle là-bas, il était toujours sur l'éolien, c'était de piloter le projet Windustrie France, dont la vocation était d'augmenter la part de valeur française dans les éoliennes installées sur le territoire, donc aider des industriels français à se positionner pour fournir des composants chez les fabricants d'éoliennes, pour avoir des circuits courts, tant que faire se peut, et augmenter la part de valeur française dans les éoliennes. Et puis en 2015, donc il y a 2 ans, j'ai rejoint Poma au moment de sa diversification. Donc Poma est connu pour les remontées mécaniques. Les skieurs d'entre vous doivent déjà connaître cette société-là et ses équipements. On est une vieille société française, mais qui a décidé il y a 2 ans sa diversification dans l'éolien et qui va commencer à fabriquer cette année des éoliennes terrestres dans des usines qui sont sur le territoire, qui sont en Rhône-Alpes précisément, et qui vont être proposées sur le marché français. Donc c'est ça mon rôle aujourd'hui et je vous en dirai Alors comme je vous le disais, on a essayé de faire une présentation la plus neutre possible en termes de constructeurs et à la toute fin, je vous dirai un petit mot sur les particularités de Poma. Alors, on va rentrer dans la présentation du marché des constructeurs. Donc, on a voulu vous faire quelque chose de très visuel. Pas un focus tout de suite sur la France, parce que je pense qu'avoir une approche d'abord mondiale est intéressante pour comprendre finalement la situation qu'on a sur le marché français. Donc on a voulu faire quelque chose qui est à la fois géographique et historique, en reprenant un petit peu, mais en quelques étapes rapides, le développement de l'éolien dans le monde. Donc sur ce slide-là, vous voyez des petits points bleus à ce stade-là, qui sont les pôles où l'éolien a commencé à se développer depuis avant 2000. Et en 2000, on retrouve des marchés historiques tels que le Danemark et l'Allemagne, qui étaient déjà en pleine explosion à ce moment-là. L'Espagne aussi, qui avait décidé d'un développement et d'un programme déjà important. Et puis des pôles naissants aux États-Unis, en Inde et la Chine qu'on voit déjà apparaître, sur laquelle on n'avait pas forcément de regard à l'époque, notamment sur l'éolien, mais qui avaient déjà des ambitions. Et en fait, ce qu'on va voir arriver, c'est qu'avec le développement de ces grands pôles de l'éolien dans le monde, on a vu des constructeurs se développer. Si on prend le cas du Danemark et de l'Allemagne, finalement, c'est des industriels qui ont d'abord développé des projets et qui ont été les promoteurs sur leur propre marché du développement d'une activité éolienne. Ce sont finalement les États qui ont suivi cette ambition-là et qui ont créé des programmes pour permettre à leurs industriels de se développer. Et puis il y a d'autres régions où le schéma a été un petit peu inverse. Si je prends typiquement l'exemple de l'Espagne, qui a été un très gros marché et qui a une capacité éolienne installée qui est très importante, on le voit sur ce graphique-là, ça a été un schéma un petit peu inverse. On a d'abord vu un État programmer un développement de l'éolien et décider du positionnement d'un industriel sur le territoire. Et donc là, aujourd'hui, avec ce slide-là, vous retrouvez les principaux acteurs mondiaux. Les Européens d'abord, avec le Danois Vestas, les Allemands Enercon, Nordex et Senvion, l'Espagnol Gamesa, l'Américain GE, l'Indien Suzlon, le Chinois Goldwind. Quand je vous ai dit ça, j'en mets un certain nombre de côté, mais ça reste les leaders au niveau mondial et en fait aussi au niveau européen. Les capacités réparties en fonction des différents continents, je pourrais vous laisser les découvrir par ailleurs. On a quelques acteurs européens qui ont réussi à très bien se développer en Amérique et en Chine, je pense à Vestas notamment, et on a des acteurs d'autres continents qui sont développés en Europe, je pense notamment à GE. On a aussi Gamesa qui est très très développé, notamment en Amérique latine. Maintenant, quid, avant d'arriver à la France, du développement en Europe, on retrouve des capacités installées dans ces pays qu'on a déjà évoqués. C'est le Danemark qui n'apparaît pas clairement ici, mais en termes de proportion et de couverture de la consommation d'énergie du pays, c'est colossal. On retrouve évidemment l'Allemagne avec ses principaux constructeurs et une capacité installée qui est énorme, et l'Espagne que l'on a déjà citée. Et en fait, je vais faire le lien avec l'influence de ces deux grands marchés-là, de ces trois grands marchés-là sur la France avec le développement qu'on a connu sur le territoire. Et finalement, on va retrouver les principaux constructeurs européens qui ont été à l'origine et à l'initiative du développement de l'éolien en France. Est-ce que Mathieu, tu veux commenter un tout petit peu cette carte-là sur la répartition de l'éolien sur le territoire ou... Oui, on peut dire quelques mots sur la répartition de l'éolien sur le territoire avec en fait historiquement un développement qui s'est fait d'abord en Occitanie, ex-Languedoc-Roussillon principalement, et en Bretagne. Puis à partir du milieu des années 2000, un développement qui s'est fait un peu sur d'autres régions a priori moins inventées, mais sur lesquelles il y avait un grand potentiel, Hauts-de-France, Grand Est, et puis Centre-Val de Loire.
C'est la raison pour laquelle aujourd'hui on a principalement en puissance installée deux grandes régions qui sont Grand Est et Hauts-de-France, et puis des nouvelles régions sur lesquelles un développement commence à se faire. On pense en particulier à Nouvelle-Aquitaine, et puis des régions qui sont un petit peu en retrait, Bourgogne-Franche-Comté et Auvergne-Rhône-Alpes, qui pourtant ont du potentiel, mais qui pour des raisons diverses ont du mal à avoir un développement important, même si récemment en Bourgogne-Franche-Comté on voit un développement démarrer. Du coup, ce graphique-là, il vient d'un document de France Énergie Éolienne et on retrouve finalement les parts de marché des constructeurs d'éoliennes sur le marché français. On a les 4 principaux constructeurs européens qui se partagent aussi le marché français avec deux leaders qui sont Vestas et Enercon. Et donc à eux 4, ils couvrent 80% du marché français et ça correspond à une image de la répartition du marché européen. J'en profite pour dire un tout petit mot sur Poma, si on me le permet, que vous voyez apparaître tout en bas du graphique. On est un nouvel entrant sur le marché, on a 2 éoliennes installées seulement à ce stade et donc vous nous voyez tout en bas du graphique. Mathieu, tu voulais ajouter quelque chose? Attention David. Non, je voulais préciser que sur la partie droite de cette diapositive, vous avez la répartition des exploitants. Ce qui est important de signaler pour vous, c'est que un exploitant, ça peut être soit le maître d'ouvrage, c'est-à-dire qui exploite lui-même ses parcs éoliens, c'est le cas d'Engie, EDF, Boralex. Et puis après, vous avez des acteurs que vous ne connaissez peut-être pas, qui sont des exploitants pour compte de tiers. Donc, ce qui signifie que vous avez de plus en plus de parcs éoliens qui appartiennent à des structures qui elles-mêmes ne sont pas exploitants, c'est-à-dire qui ne maîtrisent pas techniquement l'exploitation d'un parc éolien. Et donc, voilà, pour pas créer de soucis et de problèmes de concurrence, je vais pas citer les noms, vous les verrez, mais voilà, vous avez des structures, et donc ça signifie que pour vos projets, vous trouverez sans difficulté des exploitants qui pourront faire cette activité-là pour compte de tiers. On voit quand même que le marché est pour l'instant un marché très concentré, puisque 59% des mégawatts installés en France se répartissent entre une dizaine d'exploitants. C'est question là sur la position de Poma, si on considère sa maison mère. Tout à fait. En fait, Poma et Lightwind, on est 2 sociétés sœurs, on a le même actionnaire, et c'est vrai qu'avant que Poma se lance dans l'éolien, notamment pour le marché français, Lightwind avait déjà une activité dans le monde. Elle n'est pas assez significative pour que je l'ai souligné parmi les acteurs principaux au niveau monde, mais ça représente quand même un peu plus de 300 éoliennes installées, 150 en Inde, grosso modo, 150 en Italie. Aussi, à l'origine, c'est le marché italien qui avait été développé en premier. Donc, des références importantes depuis une quinzaine d'années, mais pas assez significatives pour que je la fasse apparaître au niveau des leaders européens ou mondiaux. Ce slide-là, je l'ai mis surtout pour info et vous pourrez le regarder en détail un petit peu plus tard. Ce que je trouve intéressant, c'est qu'il montre les modèles les plus installés par les principaux constructeurs sur le marché français. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on retrouve quelques best-sellers bien connus des spécialistes, que sont la V90 de Vestas, la MM92 de Senvion, la 70 et la E82 d'Enercon. Et en fait, ce qu'il faut se dire, c'est que ça correspond aux gabarits les plus installés aujourd'hui. Quand on parle de développement de projets aujourd'hui, donc des projets à 2 ans, à 4 ans, à 6 ans, à 8 ans, on va plutôt évoquer des grands gabarits d'éoliennes, des diamètres de rotor de 100 mètres, de 110 mètres, 120 mètres, 130 mètres aujourd'hui ou plus. Il faut savoir que ça, c'est ce qui concerne les projets en développement. La réalité du parc éolien installé, et donc connu des riverains et des exploitants, ce sont ces gabarits d'éoliennes, principalement de 90, 80, 70 mètres de diamètre de rotor. C'est ça que je voulais souligner. Et le graphique à droite, vous avez ce même chiffrage, mais qui correspond simplement à l'année passée. Donc à ce qui se fait de plus récent. Et on voit apparaître les premiers diamètres de 100 mètres avec la V100 de Vestas ou avec la N100 de Nordex ou la V112 de Vestas. Donc on voit pointer ces machines de grand diamètre qui sont la tendance principale du marché. Alors maintenant, on va passer sur les technologies. Il y a 2 grandes familles que je vais essayer de vous décrire de manière à la fois assez brève et synthétique, en soulignant ce qui, de mon point de vue, sont les qualités et les défauts de chacune. C'est impossible de tout couvrir, c'est 2 grandes écoles, donc chaque spécialiste a un avis, j'ai le mien, on verra s'il transparaît ou pas. Je vais essayer d'être le plus neutre possible. La famille la plus répandue, qui était la toute première, c'est les familles, les éoliennes dites asynchrones ou avec un multiplicateur. Ça correspond au profil que vous voyez sur la photo du haut, et donc à un type de nacelle qui est le plus répandu aujourd'hui. Le principe, c'est une conversion mécanique
mécanique de la vitesse de rotation du rotor et donc des pales, avec une multiplication de la vitesse pour entraîner une génératrice qui doit tourner, elle, à 1500 tours minute. Donc vous avez entre le rotor et un arbre qu'on appelle l'arbre lent, et donc la génératrice qui est à l'arrière de la nacelle, un multiplicateur qui est une grosse pièce mécanique avec engrenage qui convertit en fait la vitesse de rotation et qui permet d'entraîner la génératrice à la bonne vitesse pour qu'elle soit couplée au réseau. Et vous avez dans le petit schéma de gauche un rebouclage dans la partie haute du petit dessin qui correspond à un palier de conversion de l'énergie qui est donc électrique qui sert à faire du réglage en fait. Donc il y a à la fois une conversion mécanique avec le multiplicateur et un petit peu de conversion électrique, mais qui est de dimension relativement faible. L'autre grande famille, ce sont des éoliennes sans multiplicateur. C'est vraiment une approche totalement différente. L'idée initiale était de se passer de cette grosse pièce mécanique qui est le multiplicateur, parce que à une certaine époque, il pouvait présenter des défaillances, même s'il y a des gros progrès qui ont été faits. Et dans ce cas-là, on va avoir une génératrice qui tourne à la vitesse de rotation des pales de l'éolienne. Donc on a une vitesse de rotation de génératrice qui ne permet pas d'être couplée directement au réseau. Et donc on va devoir passer par un palier de conversion, mais qui va être électrique. On a un palier de conversion mécanique qui est avant la génératrice dans le cas des éoliennes asynchrones. Et on a un palier de conversion qui est électrique juste avant le raccordement au réseau dans des éoliennes dites synchrones. Et donc dans ce cas-là, vous voyez qu'il y a un seul axe pour l'ensemble de l'énergie, mais qui passe par des convertisseurs de puissance. On appelle ça des éoliennes à conversion intégrale. Vous en voyez la représentation à droite. D'une, la génératrice sur le schéma du bas qui est en prise directe sur le moyeu du rotor, et sur le schéma complètement à droite, les convertisseurs de puissance qu'on va généralement retrouver en bas de la tour de l'éolienne. Alors, pour lister un petit peu toutes ces différences, je vais d'abord vous citer des exemples de la répartition des constructeurs en termes de technologie. Le leader mondial, qui reste le danois Vestas, a presque toujours été sur une technologie classique, qu'on a même appelée la chaîne de conversion danoise pendant longtemps. C'est avec un multiplicateur et une génératrice asynchrone. Suzlon, l'Indien, de la même manière, ainsi que Nordex, Senvion, Gamesa et General Electric. Chez différents d'entre eux, il y a eu des tentatives de passer à de l'attaque directe, mais le plus répandu, et en termes de part de marché au total, ça reste ces machines asynchrones avec multiplicateur. Et les machines à attaque directe ou synchrone à conversion intégrale, à l'origine, c'est Enercon qui l'a développé en Allemagne et qui reste le leader de ce marché-là. C'est le même type de technologie qu'utilise Poma. Et on le retrouve chez Goldwyn, l'Indien, qui est en train de prendre une part majeure au niveau mondial. Et donc la part de... Ouais. Ce que j'ai dit, j'ai dit indien, pardon, c'était chinois en effet, qui est en train de prendre une part au niveau mondial qui est très très importante et du coup qui fait augmenter la part de marché des éoliennes d'attaque directe au niveau mondial. Et il y a Siemens qui vient d'une technologie donc danoise avec conversion à multiplicateur, qui a franchi le pas et qui est passé à une technologie électrique à attaque directe. Donc c'est une évolution qui est assez intéressante de voir que des fabricants essaient de s'orienter vers cette techno attaque directe. On va passer au slide suivant. L'idée, et je vous laisserai regarder le schéma en détail, ou peut-être que pendant la journée de formation, on pourra prendre un peu plus de temps pour l'étudier. C'est un schéma qui vient d'une conférence sur l'éolien, qui essaie de faire un benchmark des types de défaillances qu'on peut rencontrer selon les organes critiques des éoliennes, et de la proportion d'indisponibilité que ça représente en termes au niveau des éoliennes en exploitation. Et on voit que parmi les pièces les plus sensibles, on retrouve les convertisseurs de puissance, que je citais dans le cas des machines à multiplicateur et dans le cas des machines sans multiplicateur. On trouve le système de pitch, qui est donc utilisé pour l'orientation des éoliennes, qui est une pièce qui est très sollicitée et qui demande beaucoup de maintenance. On va retrouver le système de yaw aussi, c'est l'orientation de la nacelle, et puis on va retrouver la boîte de vitesse, qui est appelée gearbox ici, qui représente, d'après le schéma, une part d'indisponibilité plus faible, mais en fait ce schéma cache quelque chose. C'est qu'en fait, l'indisponibilité de la gearbox, quand on a un défaut, vu que c'est un organe principal,
toute la machine va être arrêtée. Petite différence avec des défauts qu'on rencontre sur les machines à convertisseur de puissance, on va toujours avoir des constructions modulaires, redondantes, qui font qu'une petite indisponibilité ne va pas rendre l'ensemble de l'éolienne non productive. Donc c'est une différence assez importante et c'est un paramètre à prendre en compte quand on lit ce genre de schéma sur la disponibilité des éoliennes. Maintenant, caractérisation des gammes de machines chez un constructeur ou chez un autre. On parle toujours des classes de vent. Les classes de vent, elles sont définies par une normalisation qui est la norme IEC 61400. Et on va retrouver trois grandes classes, la classe 1, la classe 2, la classe 3. La caractérisation principale, c'est les vitesses de vent moyennes pour un site. La classe 1, ça va être des sites jusqu'à 10 mètres secondes de vitesse moyenne de vent. On parle à hauteur moyeu toujours. Les classes 2 jusqu'à 8,5 mètres secondes, donc des sites un petit peu moins vantés. Les classes 3 jusqu'à 7,5 mètres secondes. Je vous ai mis un schéma en face et un petit point d'exclamation pour bien vous dire qu'il n'y a pas une correspondance directe entre les classes de vent définies dans la norme et ce schéma qui avait été réalisé par l'ADEME. Au demeurant, le schéma de l'ADEME, il rassemble aussi des mesures moyennes de vitesse de vent dans différentes régions françaises. Et c'est vrai que les sites les plus vantés, on va les retrouver sur les deux fronts nord-ouest et méditerranéen. Et les sites de classe 1 les plus vantés, c'est dans ces zones qu'on va les retrouver. La majeure partie des sites qu'on connaît en France, ça va plutôt être de la classe 2, de la classe 3, avec des sites qu'on appelle moyennement vantés, pour être un petit peu réducteur. Il y a des compléments à cette classification 1, 2, 3 qui correspondent aux vitesses de vent, c'est les types de turbulences que l'on rencontre. On va avoir une classification complémentaire qui est A, B, C, que vous trouvez en bas du descriptif, avec les sites aux turbulences les plus élevées qui sont donc des sites A, donc on peut retrouver des sites 1A, 2A, 3A, et moins la turbulence est importante, et plus on descend, on passe à des sites de B ou à des sites C. Et chaque site sera caractérisé par ces appellations-là. Et on pourra sélectionner pour équiper les sites des éoliennes qui correspondent à une qualification de ce type-là. Deux questions, David, je te laisse les poser. Je voulais juste apporter un complément à ce sujet-là. Donc, bien évidemment, la classe d'un site est déterminée de manière très précise après avoir effectué la campagne de mesure. Et c'est un point très important parce qu'on s'attarde souvent sur la quantité d'énergie qu'une éolienne peut produire sur un site et un peu moins sur ce sujet-là. Alors que c'est très important parce que si on installe une machine qui produit beaucoup mais qui est en limite de classe, ça va derrière occasionner une usure un peu plus rapide. Et si jamais on n'a pas correctement fait cette étude, on peut même se retrouver dans une situation où, dans le cadre des garanties du constructeur, on ait un défaut parce que finalement on a des caractéristiques du site qui ne sont pas tout à fait celles que la machine accepte. Et donc ça, c'est un point vraiment très 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 important et à regarder de très près. Oui, juste auparavant, il y avait une question de Romain. Y a-t-il un surcoût à l'investissement lié à la présence d'un multiplicateur pour un générateur asynchrone? Je ne pensais pas qu'une fois dans ma vie je poserais une question aussi compliquée. Le prix du multiplicateur, il va être intégré dans le prix total de la machine. Donc la discussion, elle portera sur un ensemble qui est l'éolienne et qui comprend un multiplicateur ou pas selon le type de famille. Et le comparatif, il se fera au niveau du prix total. Les machines à multiplicateur ne sont pas connues pour être les plus coûteuses. La réputation des machines sans multiplicateur à attaque directe est plutôt d'être un petit peu plus chère. C'est pas une vérité absolue. Il y a des cas qui démontrent le contraire, mais c'est plutôt ça qu'il est convenu de dire en général quand on parle des deux familles d'éoliennes, que les éoliennes à multiplicateur ne sont pas les plus chères. On constate même qu'elles sont plutôt moins chères, mais c'est pas directement lié au fait qu'il y a un multiplicateur, même si ça fait pas plaisir à David. Du coup, j'ai mis une gamme d'éoliennes sans en afficher la marque en face du petit tableau avec la classification des classes de vent pour vous montrer que pour une gamme d'éoliennes donnée, celle d'un constructeur qui est représentée sur la droite, vous avez des puissances unitaires et des diamètres de rotor. Le constructeur va préciser pour quel type de classe de vent l'éolienne a été certifiée. Donc typiquement pour le haut de la gamme qui est représenté, c'est des éoliennes qui correspondent à des sites de classe 3A, voire 2A dans certains cas. En milieu de gamme,
ça va jusqu'à des sites beaucoup plus complexes avec des vents plus élevés et plus turbulents de sites de type 1A. Et donc chaque éolienne est certifiée, comme le disait Mathieu, pour une classe de vent. Et pour un site donné, en effet, le fabricant analysera les mesures de vent qui ont été réalisées et confirmera qu'elles correspondent aux hypothèses qui ont été employées pour certifier l'éolienne. Et que donc il peut confirmer la durée de vie de l'éolienne prévue par la certification, qui va en général être de 20 ans, pour le site donné. Ensuite, étape suivante, quand on va avoir choisi un type d'éolienne en fonction de sa classe de vent et généralement en fonction d'un diamètre rotor qui est compatible avec le site donné, on va souvent venir à se poser la question de la puissance à retenir pour la machine. Et il y a une logique un petit peu convenue ou naturelle qui va être d'imaginer installer les éoliennes les plus puissantes possibles. Mais ce que je voudrais souligner, c'est que ça va pas forcément être la meilleure solution en termes d'efficacité énergétique, d'une part, de production d'énergie, et aussi au niveau économique. Et que l'on pourrait, pour un site donné, typiquement dont les vitesses de vent sont moyennes, intermédiaires, sans vitesse trop élevée, avoir intérêt, pour un diamètre de rotor d'éolienne donné, à ne pas retenir la machine la plus puissante, mais peut-être une gamme de puissance un petit peu plus faible, qui permettra aussi de faire une économie sur le coût de l'éolienne et sur le coût du raccordement au réseau, mais néanmoins avoir une belle production d'énergie et donc une belle efficacité énergétique. Et en fait, le bon indicateur pour cet élément de choix-là, ça va être de bien comparer le coût de l'énergie qui est produit, pas forcément le coût de la puissance installée de l'éolienne. Et ça va peut-être être un critère de choix parmi les plus importants quand on choisit une éolienne par rapport à une autre. J'ai l'impression que Mathieu, tu veux compléter. Je te sens trépigner à côté de moi. Ouais, je veux compléter parce que d'un point de vue purement technique et aérologique, je suis complètement d'accord avec toi. Mais il y a un autre élément dont il faut tenir compte, c'est la façon dont on va valoriser l'électricité produite. Et on voit bien que les systèmes de soutien apportent des biais à une analyse purement qui viserait à calculer le prix de revient du mégawattheure produit. On était précédemment sous un régime d'obligation d'achat, avec une évolution du tarif entre la 11e et la 15e année en fonction de la production des 10 premières années, qui pouvait déjà aussi induire des choix et des comparaisons entre machines un peu différents que les seuls critères que tu cites. Et là, avec le complément de rémunération 2016 et le complément de rémunération 2017 qui vient de sortir, donc je ne vais pas rentrer dans le détail, ce sera détaillé dans la journée de formation, mais il faut aussi en tenir compte. Et donc on a des machines qui sont plus ou moins avantagées par le mécanisme de soutien, ce qui donne lieu d'ailleurs, lors de l'élaboration de ces textes, à d'intenses négociations entre les constructeurs d'éoliennes et les pouvoirs publics dans tous les pays, d'ailleurs en France aussi, mais dans tous les pays, parce que une machine peut tout d'un coup se retrouver sur le dessus à prix de revient du mégawattheure égal du fait des mécanismes de soutien. Alors j'ai plusieurs questions moi de mon côté là sur le fil de discussion. Donc il y a une question de Marianne sur la définition multiplicateur égale convertisseur de puissance égale boîte de vitesse. Multiplicateur égale boîte de vitesse, on est sur de la conversion mécanique, sur des engrenages. Donc le terme gearbox, boîte de vitesse, multiplicateur, ça correspond au même objet. Les convertisseurs de puissance, c'est des convertisseurs électriques. On passe d'un courant qui est alternatif à un courant continu à un courant alternatif. Donc il n'y a pas de mécanique, il n'y a pas d'engrenage, c'est uniquement de l'électronique. Une autre question, quel genre de réducteur on trouve sur le marché qu'on peut utiliser comme multiplicateur? Il y a plusieurs grandes marques. Je ne sais pas s'il faut que je commence à en faire la liste parce que j'ai peur de ne pas faire une liste complète et qu'on puisse me le reprocher. Je ne voudrais pas prendre ce risque. Ce que je vous propose, c'est d'en rassembler une précise et qu'on puisse en parler le jour de la formation. Très bien. Alors, qui sont les fabricants de générateurs? Est-ce que les constructeurs directement ou passent-ils par d'autres groupes industriels? Quel rendement en attendre? Alors, il y a deux grands cas. Les fabricants d'éoliennes qui utilisent des génératrices à attaque directe, ils ont leur propre conception de génératrice. Enercon a sa génératrice, Siemens a sa génératrice, Poma Lightwind a sa génératrice, typiquement. Donc ça, c'est le cas particulier parce que c'est le cœur de la machine, clairement. Dans le cas des machines à multiplicateur,
le principe, c'est que les fabricants vont s'approvisionner en génératrices sur le marché. Il y a un marché des fabricants de génératrices asynchrones et il y a un marché des fabricants de multiplicateurs. Et les gens qui proposent des éoliennes à multiplicateurs achètent des génératrices ou des multiplicateurs sur le marché. Pour en faire une liste complète, pareil, je vais renvoyer à la journée de formation où je pourrais donner plusieurs exemples. C'est bon, messieurs, vous pouvez continuer. Juste, on est à une demi-heure. Il nous reste 1 heure de webinaire, dont un quart d'heure qu'il faudrait laisser à des questions-réponses. Donc, je vous laisse continuer. Je fais un petit complément sur, pour une éolienne donnée, donc pour un diamètre de rotor donné, les différentes puissances unitaires qu'on peut retrouver. Typiquement, là, j'ai pris l'exemple à gauche des courbes de puissance pour une éolienne qui fait un diamètre de 100 mètres, qui correspond aux tendances actuelles du marché et qui est proposée en puissance de 3 MW, de 2,5 MW ou de 2 MW. Donc vous avez 3 courbes de puissance qui peuvent être comparées. Et dans le petit tableau qui est à droite, ça fait partie des informations que le constructeur va donner dans sa documentation, donc mettre à la disposition des porteurs de projets. C'est des estimations de production d'énergie annuelle en fonction d'une vitesse de vent moyenne pour le site. Vous l'avez dans la première colonne qui s'appelle SM, typiquement. Pour une vitesse de vent de 5 mètres secondes, une production annuelle de 4875 MWh par an. Et donc pour un site donné, pour une première estimation de vent que vous aurez pu obtenir, ça va être assez simple au travers de la documentation du constructeur d'avoir une idée de ce que produira une éolienne pour un diamètre donné, pour une puissance donnée. Cette information-là, on va très vite la compléter avec ce que l'on appelle des modes acoustiques. C'est un gros enjeu, notamment sur le territoire français. Et tous les fabricants proposent pour leur gamme d'éoliennes toute une série de modes qui sont des modes de régulation de la production d'énergie des machines qui permettent de réduire les émissions acoustiques des éoliennes. Et généralement, pour un parc éolien donné, selon certaines directions de vent et selon certaines vitesses de vent, il faudra réguler un petit peu cette émission acoustique des éoliennes et donc réguler la production. Et les fabricants mettront à disposition des estimations de production correspondant à chacun de ces modes acoustiques. Donc ça fait partie à la fois des données techniques qui sont mises à disposition par les fabricants, mais aussi des paramètres très importants à intégrer quand on va calculer la production et donc l'efficacité à la fois énergétique et économique d'un site donné et d'une machine potentiellement compatible avec le site. Deux petites questions, messieurs. Donc, avantages et inconvénients des machines à boîte de vitesse et des machines à convertisseur par rapport à la stabilité du réseau. Et que veut dire le Y dans le tableau, dans l'abréviation, la M mégawattheure Y? Le Y, c'est year, qui veut dire année, donc c'est mégawattheure par an. Les machines à boîte de vitesse ne vont pas être les plus intéressantes en termes de ce qu'on appelle les capacités constructives, c'est-à-dire les capacités électriques qui permettent de soutenir le réseau. Elles correspondent aujourd'hui à ce que sont les exigences des gestionnaires de réseau pour le raccordement électrique, mais les machines dites à attaque directe, donc sans boîte de vitesse, vont généralement proposer des capacités qui vont un petit peu au-delà et qui potentiellement pourraient être rémunérées. Mais c'est un sujet très complexe dans lequel on est en train d'entrer, donc je pense qu'il faudrait peut-être mieux le reporter à la journée de formation. Autre grande caractéristique des machines dans l'analyse de leur compatibilité et de leur pertinence par rapport à un site, mais Mathieu va reprendre sur le sujet ensuite, il y a des caractéristiques très majeures comme la hauteur de la tour d'une éolienne, où le constructeur va proposer toute une gamme pour un diamètre de rotor donné, pour une puissance de données, différentes hauteurs de tour qui potentiellement peuvent s'adapter à un site. Il y a les fameuses caractéristiques électriques, on vient de les rappeler, et dans certains cas, d'excellentes capacités électriques peuvent permettre des solutions de raccordement plus intéressantes et plus économiques. Donc en effet, l'aspect techno, il peut avoir une importance pour un projet donné. Et puis, il y a les caractéristiques de transport des composants. Je vous ai donné deux exemples des spécifications que peut proposer un fabricant sur les rayons de courbure nécessaires pour le transport d'une section de tour d'éolienne ou pour le transport d'une pale. Pour des sites isolés, complexes, en altitude, ça peut être un critère de dimensionnement que les modalités d'accès jusqu'au site pour des gros composants. Et ça peut être un enjeu pour le choix du modèle d'éolienne. C'est dans des cas particuliers, ce que je cite là, des sites standards en plaine, ça ne sera généralement pas une problématique. Ça peut l'être dans des cas un petit peu particuliers, donc c'est quelque chose à avoir en tête.
Et donc, on en vient à la façon dont on choisit les éoliennes pour un site. Donc, on a indiqué que c'était un processus itératif, puisque si on prend la chronologie du développement d'un projet, entre l'étude de préfaisabilité, faisabilité, le développement, puis l'instruction des autorisations, malheureusement, l'éventuelle période pendant laquelle il faudra purger les recours, et puis la préparation de la construction, commencer par le financement et la négociation des contrats. Il peut se passer, dans le meilleur des cas, 4-5 ans environ, et puis dans le pire des cas, ça peut être 7-8 ans. Ce qui signifie que la réflexion qu'on va avoir en amont du projet sur le choix de la machine, bien évidemment, va s'affiner au fur et à mesure du projet. Comme David l'a dit, il y a des nouveaux modèles qui arrivent. Donc, si on parle là en 2017 des réflexions sur le choix de machines pour un parc qui va être construit en 2022-2023, peut-être que finalement on va installer des machines qui n'existent pas aujourd'hui, ou en tout cas qui sont des prototypes. Donc, ce qu'il faut bien retenir, c'est qu'on va affiner le choix. Et finalement, le choix définitif de l'éolienne, j'expliquerai un peu plus tard pourquoi, peut se faire jusqu'à la veille de la construction du parc éolien. Alors, si on commence par l'étude de faisabilité, au tout départ, on regarde les grands critères d'implantation qui ont un impact sur le choix des éoliennes. David vient de le dire, il y a d'abord l'accessibilité du site, quels aménagements il va falloir réaliser pour accéder au site. Bien évidemment, si on est en montagne, si on est dans des endroits avec des petites routes, on va très certainement devoir rapidement écarter le recours à des grandes machines et devoir se limiter à un gabarit de machine. Alors si vraiment on est en montagne, on peut aller sur des gabarits de machines avec, parce que ce qui est dimensionnant, c'est la taille des pales qui font 25 mètres. Ce sont les machines les plus petites qui existent aujourd'hui sur le marché. Donc des machines de puissance comprise entre 500 kg et 1 MW, avec un diamètre de rotor de 50 mètres. Et puis les machines les plus grandes ont aujourd'hui des rotors qui font jusqu'à 130 voire 140 mètres, y compris sur Terre. Là, on ne parle pas de machines offshore. Donc on va déjà déterminer la gamme de machines. Ensuite, on peut avoir des contraintes techniques, des servitudes, qui imposent notamment un plafond, c'est-à-dire qu'on ne pourra pas avoir des machines qui dépassent une certaine altitude. Donc là, c'est une contrainte dont il faut tenir compte immédiatement. Sans encore faire de mesures acoustiques, on peut déjà identifier la localisation des habitations et donc déterminer une distance aux habitations. Et là, comme l'a dit David, on a des machines qui sont plus ou moins efficaces en termes d'acoustique, c'est-à-dire qui ont des courbes d'émission acoustique plus ou moins importantes. Si on anticipe les difficultés liées à l'acoustique, il faudra se diriger vers ce type de machine, voire se diriger vers des machines dont on sait qu'elles ont des plans de bridage qui sont efficaces. Efficace, ça veut dire qu'ils diminuent les émissions acoustiques sans trop dégrader la production. Et donc là, en fonction des machines et des modèles, on a des comportements un peu différents. Bien évidemment, il y a un objectif de maximisation de la production du parc éolien, et donc on va retenir la machine qui, compte tenu des contraintes, a priori, va maximiser le productible. Il faut aussi tenir compte du sol, c'est-à-dire si on est dans un bois, bien évidemment, il va falloir installer des machines avec un mât relativement élevé, et aussi de la capacité de raccordement. C'est-à-dire que si on est loin du raccordement, il faudra plutôt dimensionner la taille du parc et donc éventuellement la taille des machines pour arriver juste à la puissance qu'une ligne électrique pourra accepter et éviter de tirer de lignes ou éviter d'avoir une ligne sur plusieurs dizaines de kilomètres pour une petite puissance. Donc à ce stade, on a une gamme de machines, une gamme d'éoliennes qui se dégage. Ensuite, on se lance dans le développement. Là, on réalise les études sur site, l'étude acoustique. Donc là, on peut déterminer le niveau de bruit ambiant et l'impact acoustique. On peut déjà commencer là à simuler l'impact acoustique pour différents modèles sur la base, comme l'a dit David, des données issues des constructeurs et avec le bureau d'études acoustiques. On va aussi pouvoir intégrer d'éventuels bridages liés à la biodiversité. Donc de plus en plus, quand on a des impacts, alors sur les oiseaux, mais principalement sur les chauves-souris, on doit avoir un bridage. Là aussi, les éoliennes sont plus ou moins capables d'effectuer ce type de bridage avec plus ou moins d'impact. On étudie le productible et puis on sait précisément les aménagements à réaliser. Et puis,
là, on commence à introduire la notion de prix des machines. C'est-à-dire qu'à ce stade-là, les constructeurs peuvent commencer un peu à s'intéresser au projet et à vous donner des éléments sur le prix de l'éolienne et quelles seraient les conditions financières qu'ils pourraient vous faire sans être encore trop précis. Et là, j'attire votre attention sur le fait que dès ce stade-là, vous pouvez vous rapprocher des constructeurs qui ont aussi des équipes, ou en tout cas des personnes qui peuvent vous accompagner dans le développement, notamment pour l'acoustique, notamment pour les accès, puisque elles vont pouvoir vous donner les caractéristiques ou vous orienter sur ces sujets-là. Et puis, à la fin du développement, eh ben, il faut qu'on choisisse une éolienne pour faire le dépôt de la demande d'autorisation. Mais ce choix n'est pas encore à ce stade-là complètement définitif. Alors, une petite question là, de Guy qui demande si vous avez des retours d'expérience sur les peignes. Donc les peignes qui sont installées sur les pales. Donc effectivement, alors première chose, il y a un constructeur qui s'est mis à le faire, et puis finalement tous les constructeurs se mettent à le faire. Donc ça signifie que il y a un quasi-consensus sur ce sujet-là, même si je laisserai compléter David. Concrètement, effectivement, on a pu s'apercevoir, et moi en particulier sur un parc, sur lequel en fait les peignes n'avaient pas été installées, et puis après deux ans de fonctionnement, il y a des pales avec peignes qui ont été installées. On a plutôt installé des peignes sur les pales. Et c'est difficile à dire, mais on est de l'ordre de 2 dB, 2,5 dB d'écart entre avant et après, ce qui est à peu près ce que les constructeurs avaient indiqué dans leur documentation commerciale. Donc oui, effectivement, on a concrètement une amélioration. Je ne sais pas si tu veux compléter, David. Il y a un complément, c'est que maintenant qu'il commence à y avoir un impact presque psychologique qui est complémentaire du réel impact acoustique de l'utilisation des peignes, c'est que dans certains cas, ça va être demandé par des riverains ou par des élus parce que ça va être rassurant. Parce qu'il est de notoriété publique qu'il y a une efficacité de ces peignes-là, et ça pourrait demander très tôt dans le projet en anticipation même d'une problématique acoustique sur le site, simplement pour pouvoir rassurer en accompagnement du portage du projet. Donc c'est une réalité aussi aujourd'hui, cet aspect-là. Une autre question à propos des dépôts de permis avec un gabarit plutôt qu'une seule machine. Alors, on l'a beaucoup pratiqué dans les années 2000, de déposer avec un gabarit et en citant une liste de machines adaptées. La difficulté aujourd'hui, c'est que il y a de plus en plus de recours sur les autorisations, et donc certains, moi j'en fais partie, considèrent qu'on fragilise le dossier en ne raisonnant qu'en gabarit et en enveloppe, notamment sur l'acoustique, et qu'il vaut mieux déposer avec une machine, quitte ensuite, et c'est l'objet du slide qui va venir, à faire une demande d'autorisation modificative pour changer de machine si on se rend compte a posteriori que c'est pas cette machine-là qu'on souhaite installer. Donc voilà. Ok, j'ai une autre question sur la température sur l'ensemble de la machine, partie mécanique, convertisseur électronique égale chaleur. Donc existe-t-il des paramètres techniques à prendre en compte par rapport à la zone géographique et les températures ambiantes? Alors, le constructeur, dans ses caractéristiques, va vous dire ma machine, elle est adaptée à des sites qui, donc, comme l'a dit David, respectent certaines conditions de vitesse de vent, de turbulence, mais aussi de température. Et donc, effectivement, si vous installez certaines machines sur le bord de la Méditerranée côté français, vous pourriez avoir des problèmes, avoir des températures hautes, mais principalement pour le multiplicateur en réalité. Et donc c'est un critère à bien regarder, effectivement. Dans les critères environnementaux, il peut aussi y avoir la pollution. Comment on l'appelle? La pollution, c'est la présence de poussière. Ça va pas être le cas en France, mais par exemple aux abords d'un désert, ou alors la salinité. Mathieu évoquait le bord de la Méditerranée. Les sites qui ne sont pas offshore, mais qui sont tout près de la mer, peuvent avoir une salinité importante qui peut avoir un impact sur les technologies. Mais là encore, il y a des réponses de la part des constructeurs. On va proposer des boucles de refroidissement ou de traitement de l'air particuliers. Donc en général, ces aspects-là sont à prendre en compte, soit les plages de température ou la pollution ou la salinité, mais ça va jamais être une contre-indication par rapport à l'installation de telle ou telle éolienne, et tous les fabricants proposent des solutions. Ouais, effectivement, là on est peut-être sur un point très très particulier. Il faudrait
rester veillé à avancer. Là, il nous reste juste trois quarts d'heure. Je continue un petit peu sur les peignes. Là, il y avait une demande d'éclaircissement. On est bien d'accord que ça réduit le bruit, donc quelque part, ça doit réduire le bridage et donc ça entraîne plus de production. Oui, tout à fait. De base, une pâle avec des peignes, la conséquence, c'est qu'il y a moins de bruit, et donc on peut réduire le plan de bridage, et donc améliorer la production. D'accord. Ok. Sur une dernière question avant d'avancer, pour évoluer les contraintes acoustiques, donc l'impact sur le choix de machine, sans études spécialisées, est-ce qu'il y a des règles par rapport à la distance aux habitations, des règles moyennes, on va dire? Non, il n'y a pas, il y a pas de règle moyenne. Après, d'expérience, ça dépend du site sur lequel on se trouve. Si on a un site extrêmement calme et qu'on a un hameau sous les vents dominants, et qu'entre le site du parc et le hameau, vous n'avez absolument pas de végétation, voilà, très grande vigilance. Il faut vraiment considérer des distances importantes. À l'inverse, si vous êtes sur un site à proximité de vos ferrets, en tout cas d'activité, et donc vous avez déjà un bruit ambiant un peu plus important, et en plus une végétation tout autour du site d'implantation, là vous pouvez considérer des distances un peu moins importantes, mais bien évidemment, in fine, ce ne sont que les mesures acoustiques sur site qui permettront de déterminer la distance à retenir. En tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est que le 500 mètres, qui est la limite réglementaire, qui n'est pas liée à l'acoustique, qui est la limite réglementaire dans les textes, est vraiment une limite qui, pour respecter l'acoustique, n'est pas suffisante. Il faut aller au-delà de 500 mètres. Alors, si on reprend le fil du développement du projet, donc fin d'instruction, les autorisations sont obtenues. À partir de là, que les autorisations soient obtenues, non contestées ou obtenues et contestées, le projet devient vraiment, ce que j'ai mis, intéressant pour les constructeurs. C'est-à-dire que là, vous pourrez avoir une offre technique et financière adaptée au site, avec un prix, une durée de contrat de maintenance et les principales clauses contractuelles. Et à partir de ce moment-là, vous pouvez vraiment comparer les différentes machines qui rentrent dans le gabarit de la machine que vous avez déposée au moment de la demande d'autorisation. Et là, vous pouvez faire une demande d'autorisation modificative pour, par exemple, intégrer un nouveau modèle plus adapté ou intégrer un modèle que vous aviez écarté avant le dépôt, mais qui finalement, compte tenu des offres que vous avez obtenues, se révèle plus intéressant. Donc ça, c'est changer la machine au sein de la même gamme. Ce qu'il faut retenir, c'est que si on intègre un nouveau modèle et que ce modèle est dans ses dimensions significativement différent du modèle de base, il faudra bien valider avec l'administration qu'on est dans du modificatif. Parce que si on fait des trop grosses modifications, là il y a une jurisprudence qu'on pourra détailler pendant la formation, on n'est plus dans du modificatif, on est dans de la nouvelle autorisation. Donc le modificatif, c'est vraiment une modification, c'est-à-dire rehausser un peu le mât, augmenter un peu la voilure, mais par exemple passer de 90 mètres de diamètre à 120 mètres de diamètre, on n'est plus dans du modificatif, on est dans de la nouvelle autorisation. Donc on est quand même dans des modifications qui ne doivent pas être trop importantes. Et puis à ce stade-là, en dehors de l'offre que le constructeur vous fait, notamment sur la maintenance, il est important de considérer la stratégie de maintenance du constructeur et notamment la localisation des centres de maintenance. Bien évidemment, si vous avez un projet dans une zone où il y a déjà beaucoup de parcs éoliens, vous regardez un peu les puissances installées par constructeur et vous savez qu'il y a des centres de maintenance. Ça signifie que les interventions seront assez rapides sur votre site. À l'inverse, quand vous êtes sur des secteurs un peu moins développés, il en existe encore en France, il faut bien regarder parce qu'au-delà des engagements contractuels, il faut s'assurer que le constructeur va effectivement mettre en place un centre de maintenance localement pour faire en sorte que vous ayez des performances qui soient à hauteur des engagements contractuels, voire au-delà, ce qui est possible. Et puis, ensuite, on aboutit au choix définitif du modèle, la négociation des contrats, donc deux grands contrats, le contrat de fourniture et le contrat de maintenance. Concernant le contrat de fourniture, il y a un premier élément s'agissant du périmètre. Vous pouvez demander aux constructeurs d'éoliennes un contrat clé en main. Alors vous pouvez le demander, mais tous ne le font pas. Et c'est un modèle qui a tendance à disparaître. C'est un modèle qui était très très utilisé au début des années 2000. La raison, c'est que c'était tout nouveau l'éolien, et donc les acteurs étaient rassurés par le fait d'avoir un contrat clé en main. Donc un contrat clé en main, qu'est-ce que c'est? C'est que le constructeur fournit et installe les éoliennes, mais réalise aussi toutes les infrastructures, donc pistes, plateformes, fondations, réseaux électriques.
là, confier toute la réalisation. Vous avez ensuite un autre schéma qui est, vous demandez au constructeur éoliennes et fondations. L'intérêt, c'est que vous avez une unité, on va dire, entre fondation et éolienne, et que vous êtes certain qu'à posteriori, il n'y aura pas de sujet sur le dimensionnement des fondations, puisque les fondations font partie de la classe de machines, hein, dont on a parlé tout à l'heure. Et puis après, il y a un découpage en lots, où là, vous ne demandez au constructeur que la fourniture du matériel, la livraison sur site, le montage et la mise en service, qui est le schéma le plus classiquement utilisé maintenant, puisque un parc éolien n'est pas très compliqué et vous pouvez, en découpant en 4 ou 5 lots, organiser la construction d'un parc éolien en toute tranquillité. Et puis il faut veiller à l'équilibre global du contrat. Ça veut tout dire et rien dire, mais je souhaitais insister sur ce point-là parce que il ne faut pas regarder que le prix, il faut regarder aussi toutes les clauses et notamment les clauses liées au retard. Puisque plus vous mettez en service tard par rapport à ce que vous aviez prévu, et moins la rentabilité du projet est intéressante. Et puis il y a des impacts aussi sur les contrats de valorisation de l'énergie. Voilà, donc il y a toute une série de clauses qu'on détaillera aussi pendant la formation, mais il ne faut pas s'arrêter juste à un prix. Il y a un prix et un service. Et puis après, il y a l'autre contrat qui est le contrat de maintenance. Là, il y a aussi une question liée au périmètre, c'est-à-dire qu'est-ce que vous confiez au constructeur. Normalement, vous confiez la machine, mais ça peut être aussi intéressant de confier les machines et le poste de livraison, c'est-à-dire la partie électrique, si le constructeur l'accepte. Et puis, il y a une question liée à la durée du contrat. On avait initialement plutôt tendance à partir sur des contrats courts. Aujourd'hui, la tendance est plutôt sur des contrats longs. Des contrats qui vont jusqu'à 15 ans, il y a des constructeurs qui proposent même 20 ans. Ce qu'il faut savoir, c'est que sur ces réflexions, et notamment sur le contrat de maintenance, il faut intégrer les attentes des financeurs, et en particulier des banques. Et c'est plutôt sous la pression des banques que les contrats de maintenance sont arrivés sur des durées longues de 15 ans. L'idée, hein, c'est d'avoir un contrat de maintenance de la même durée que le contrat de valorisation de l'énergie, pour que le financeur soit rassuré sur le chiffre d'affaires et sur les charges, en se disant que sur un contrat de maintenance de 15 ans, il connaît le coût et il a des garanties de performance. Vous pouvez décider d'avoir des contrats plus courts, mais à ce moment-là, il faut qu'en face, vous mettiez en place une solution pour la maintenance qui rassure les financeurs. Il commence à y avoir des acteurs qui proposent de la maintenance et qui ne sont pas des constructeurs, mais en France, l'expérience n'est pas encore suffisante pour complètement rassurer les banques. Et par ailleurs, ce qu'il faut savoir, c'est que la garantie donnée par les constructeurs dans le cadre du contrat de fourniture est systématiquement conditionnée par un contrat de maintenance. Donc si vous avez une garantie de 2 ans, il faut qu'à minimum votre contrat de maintenance fasse 2 ans, sinon vous aurez des difficultés à avoir la garantie dans le cadre du contrat de fourniture. Et par ailleurs, comme les constructeurs, dans le cadre des contrats de maintenance, raisonnent statistiquement sur les pannes, si vous avez un contrat long, ils peuvent faire des efforts pour réduire le coût de la maintenance sur leurs premières années. Si vous avez un contrat court, à l'inverse, vous aurez des conditions financières un peu différentes, donc tout ça est à analyser. Et puis, là, on vous avait mis un slide avec une carte de l'ensemble des contraintes qui peuvent exister sur un parc éolien, mais ça, l'idée, c'est d'illustrer un petit peu la teneur que peuvent avoir la discussion que tu évoquais, c'est-à-dire une fois que le site est autorisé, quelle discussion on peut avoir avec un ou plusieurs constructeurs sur le modèle d'éolienne qui sera retenu définitivement. Et en fait, on part à ce moment-là d'un nouvel état initial, qui est un projet autorisé pour un gabarit d'éolienne, avec un certain nombre de contraintes, que ce soit un plafond total, une emprise foncière bien définie, et puis des servitudes par rapport à différents réseaux, routiers, électriques, gaziers ou autres. Et en fait, la réflexion qu'on va avoir à ce moment-là avec le fabricant, c'est quelle marge de manœuvre on a par rapport à un gabarit donné. Parce que le fabricant va essayer de vous proposer une éolienne il va vouloir proposer l'éolienne la plus compétitive. Et pour être plus compétitive, l'idéal, c'est d'avoir un diamètre de rotor un petit peu plus grand. Et il va essayer d'analyser avec vous dans quelle mesure c'est possible d'adapter l'autorisation administrative pour permettre un rotor un petit peu plus grand et donc pour pouvoir vous proposer son éolienne la plus compétitive. Je pars d'un exemple ici, qui a un diamètre de 80 mètres pour une hauteur de mât de 80 mètres aussi. La réflexion, ça va être est-ce qu'on pourrait mettre un diamètre de 100 mètres et une hauteur de tour de 100 mètres. C'est une modification qui est énorme,
qui est peut-être trop importante, mais c'est à titre d'exemple, et l'idée c'est que ça a soulevé un certain nombre de questions. Y avait-il un plafond pour la hauteur totale de l'éolienne? Est-ce qu'une cohabitation typiquement avec un radar civil ou militaire? Est-ce qu'il y a une distance de sécurité par rapport à des réseaux ou à des routes? Et autant peut-être de contraintes rédhibitoires par rapport à cette augmentation du gabarit. D'autres aspects que vont être le visuel et le paysage, éventuellement des turbulences entre les éoliennes au sein du parc, éventuellement un impact sur l'acoustique, et autant de reprises d'études potentielles pour pouvoir aboutir à cette modification du gabarit. Donc ça va être la teneur des discussions avec le fabricant et des discussions qui se poseront en interne sur la stratégie à retenir finalement pour choisir tel ou tel fabricant. Un autre exemple qui est un peu moins extrême, c'est par rapport à un plafond donné. Est-ce qu'on peut réussir à augmenter la taille du rotor, mais sans augmenter la hauteur totale? On va avoir une approche de l'impact qui est un petit peu différente, mais qui peut permettre pour autant d'augmenter la production d'énergie et donc l'efficacité énergétique et économique du site. Dans ce cas-là, on n'aura pas la problématique de plafond aéronautique typiquement, mais il restera des sujets tels que le paysage, le foncier, des turbulences ou l'acoustique. Et néanmoins des reprises d'études à réaliser, mais peut-être d'une importance moindre. Ça fait partie des propositions vers lesquelles le fabricant peut essayer de vous orienter, mais qui ne seront pas toujours compatibles avec le site. C'est typiquement un type de modification qui s'est beaucoup fait ces 3 dernières années. Donc de passer d'un 100 mètres 100 mètres en restant sous le 150 en augmentant le diamètre du rotor. Un autre exemple qui est très particulier à la France, c'est qu'il y a beaucoup de zones avec des couloirs aériens, on appelle ça des réseaux très basse altitude, avec des plafonds aériens qui sont très bas à 90 mètres. Et là, c'est relativement difficile de trouver des éoliennes qui ont une capacité de production et en fait un rotor suffisamment grand du fait de ce plafond aérien pour avoir néanmoins une belle production d'énergie et atteindre une rentabilité qui permet de financer les projets. L'exercice de la même manière va être d'essayer de trouver pour un projet donné le plus grand rotor possible, mais qui reste compatible avec cette servitude qui est un plafond relativement bas à 90 mètres. Donc là, je vous donne un autre exemple par rapport à une éolienne qui pourrait avoir un diamètre de 62 mètres et une tour de 59 mètres. On pourrait essayer de proposer un rotor plus grand de 80 mètres avec une plus petite tour qui permet de respecter certaines des contraintes et en engageant seulement certaines reprises d'études par rapport à différents impacts. Mais des choses qui ne seront pas forcément rédhibitoires. Après, ça va dépendre de chacun des sites. Oui, voilà, parce que là, dans ce cas-là, on voit que le bas de la pale passe à 30 mètres. Donc là, typiquement, on est dans un cas où il faut faire très attention, parce que d'un point de vue production d'énergie simulée par les outils, on va avoir une bonne production. Il faut bien s'assurer que la machine va respecter la classe de vent du site, et notamment la lettre dont on parlait tout à l'heure, ABC, parce que là, plus la pale passe bas, et plus vous avez un écart de vitesse entre le haut et le bas, et plus vous avez des turbulences importantes, et donc un risque de fatigue, mais effectivement. Alors, je vais aller très très vite pour vous décrire le déroulement des étapes de la construction. Par rapport à un état initial où on a le réseau électrique d'un côté et les emplacements d'éoliennes bien définis, dans le déroulement du chantier, le premier sujet, ça va être les voiries et les accès pour aller jusqu'aux emplacements des éoliennes. C'est le premier aspect travaux sur le chantier. Aspect suivant, ça va être la réalisation des fouilles pour les fondations, qui va d'abord demander de réaliser le ferraillage et ensuite un coffrage avant de pouvoir couler le béton d'une seule traite pour l'ensemble d'une fondation. Étape suivante, ce sera le raccordement électrique depuis le réseau, une partie externe jusqu'à un point de livraison qui est la frontière entre le réseau public et le réseau privé, et puis un câble souterrain. Vous avez une petite illustration là d'enfouissement de câbles haute tension type 20 000 volts dans l'accotement d'une route, et donc il faut l'amener jusqu'à chacune des fondations pour que les câbles soient tirés dans les éoliennes et puissent ensuite être accordés à l'intérieur des éoliennes. Et ensuite, on pourra commencer à livrer les équipements principaux, le poste électrique d'un côté à son emplacement, et puis les éoliennes avec différents convois que sont les sections de tours, les pales, les éléments de la nacelle. Aussi évidemment la livraison de la grue principale qui demande une grue, voire 2 grues annexes pour l'assembler elle-même. C'est un élément très important, la grue principale. Sa livraison, son montage sont des parties intégrantes du planning de réalisation. Autant d'éléments qu'on pourra détailler le jour de la formation. Et une petite illustration de ces étapes de montage, de la tour d'abord, ensuite de la nacelle et ensuite du rotor d'un seul bloc, en l'occurrence sur la représentation qui est faite ici.
Autant d'étapes qui peuvent être réalisées de nuit aussi, l'idée étant de profiter des fenêtres dont on dispose pour le montage des machines. Il peut y avoir des périodes de nidification, typiquement, qui contraignent le planning. La disponibilité de la grue principale peut être une contrainte. Et quand tous les éléments sont réunis pour pouvoir assembler les machines, on va essayer d'optimiser le planning au maximum. S'il faut travailler la nuit, c'est quelque chose qu'il est possible d'organiser. Et par exemple, tout à l'heure, je parlais de l'équilibre global du contrat. Quand vous négocierez un contrat de fourniture d'éoliennes, le constructeur va vous indiquer le nombre de jours qu'il accepte de prendre pour lui de ce qu'on appelle le temps d'attente. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas monter une éolienne quand vous avez plus d'une certaine vitesse de vent qui est mesurée à hauteur de nacelle pour des raisons de sécurité évidentes. Et donc, lui, il accepte de prendre un certain nombre de jours d'attente, mais au-delà d'un certain nombre de jours, il va vous dire, bah, par contre, le coût de mes équipes et le coût de location de la grue est pour vous. Et là, vous pouvez avoir des conditions très différentes. Et donc, le choix du moment pour le montage, donc plutôt l'été, mais c'est une demande qui est faite par tous les clients, et les conditions de pénalité en cas de temps d'attente sont très importantes parce que ça peut renchérir, in fine, le coût du contrat. Un exemple de planning, ça va être dur de vous le décrire dans l'ensemble, mais je vais essayer d'être très bref pour vous décrire ce qui pour moi est le paramètre principal du calage d'un planning de construction de parc éolien dans le temps. Ce qui est représenté ici de haut en bas, tout en haut, ça va être le passage de la commande, grosso modo. Vous avez un délai de fabrication des composants. Vous avez toutes les petites marches là qui s'étalent, c'est la réalisation des fondations pour un parc qui en l'occurrence fait 9 éoliennes. Vous avez le raccordement électrique qui va être réalisé en parallèle de la réalisation des fondations. Et ensuite, les plus petits traits bleus qu'on trouve en bas à droite, ça va être les étapes de montage de l'éolienne, livraison sur site et montage, qui se réalisent relativement vite par rapport au temps nécessaire pour la réalisation et le séchage de toutes les fondations, et après les étapes de mise en service. Ce que je voudrais souligner, en fait, sans rentrer dans tous les détails du planning, c'est qu'un critère très important pour le fixer, ça va être de se caler sur la date de disponibilité du raccordement au réseau. Le but va être d'avoir les éoliennes montées, raccordées, prêtes à être mises en service à la date que va vous donner le gestionnaire de réseau pour le raccordement du parc. Comme ça, il va pouvoir commencer à produire dès que ce sera possible. Et en fait, tout ce qu'on va réaliser, c'est un rétro-planning à partir de cette date-là qui a été fixée par les gestionnaires de réseau, et on va caler le moment qui est nécessaire pour la réalisation des fondations et pour la commande initiale pour que les composants puissent être réalisés, fabriqués en usine, livrés sur site et montés pour tomber pile sur cette date de disponibilité du raccordement électrique. Donc c'est en général ça qui va être le critère principal pour le calage du planning, sachant qu'il peut y avoir d'autres critères tels que les fameuses périodes de nidification, des critères environnementaux qui vont impacter le planning au global. Il peut y avoir des conditions liées au contrat de valorisation de l'énergie qui contraignent le planning et quelques autres aspects qu'on pourra détailler dans la formation. Périmètre de l'offre de fourniture, on ne va pas rentrer dans le détail, je vous donne simplement une liste des principaux aspects qui seront dans les discussions. Mathieu les a déjà évoqués, et puis je vous ai donné quelques illustrations. C'est de la conception des éoliennes, la certification qui est fondamentale par rapport aux autorisations administratives et par rapport au financement. Les cycles de fabrication et la disponibilité des moyens de fabrication par rapport à des périodes de charge chez les différents fabricants, les engagements par rapport à la livraison et en effet au respect des plannings, tout ce qui est attrait au montage et notamment à l'utilisation de la grue en fonction des périodes de vent, Mathieu l'a évoqué, ça fait partie des contrats de fourniture. Tout ce qui a trait à la mise en service, il faut que le réseau électrique soit disponible, il faut qu'il y ait un réseau télécom qui soit disponible, et là il y a des engagements réciproques entre le fabricant et le maître d'ouvrage. Et puis enfin, évidemment, les garanties de performance en termes de production d'énergie de la courbe de puissance de l'éolienne et des garanties de performance au niveau de l'acoustique aussi qui impactent directement la production d'énergie. Je vous ai donné des exemples simplement sommaires d'un contrat et type d'annexe. C'est vraiment des exemples, je ne peux pas donner beaucoup plus de détails à ce niveau-là dans un document qui est largement diffusé, on pourrait y revenir dans la formation. Périmètre de l'offre de maintenance des éoliennes, même principe, des listes des points principaux et quelques illustrations. On va traiter tout ce que sont les maintenances préventives, anticipées avec des plannings et des durées pour la réalisation de ces maintenances qui sont autant d'indisponibilité des machines qui seront définies dans le contrat. Le traitement des maintenances curatives, c'est quand il y a un incident et qu'il faut qu'une équipe de techniciens intervienne. Là encore, on va avoir des engagements par rapport au délai d'intervention et donc des indisponibilités potentielles pour les machines. Tout ce qui est trait aux pièces de rechange et aux consommables, leur disponibilité sur site, leur renouvellement, des coûts afférents.
La réalisation de rapports de maintenance et le niveau de détail qui peut être attendu par un exploitant par rapport à ce que va fournir un fabricant. Les conditions du monitoring. Le monitoring, c'est la surveillance depuis le centre de conduite du fabricant qui va lui permettre de piloter les équipes de maintenance et qui va aussi servir d'intermédiaire pour informer l'exploitant de la situation du parc et des actions qui sont engagées. Le SCADA, c'est le système d'échange d'informations entre l'installation, les éoliennes et l'extérieur. Le fabricant, s'il réalise la maintenance, y a accès. L'exploitant et le propriétaire vont aussi avoir accès. Dans quelle modalité, dans quel type d'interface, les mises à jour de logiciels, c'est des points qui sont couverts par le contrat de maintenance. Et évidemment, le point peut-être principal, même si les autres ne sont pas négligés, c'est la garantie de disponibilité technique ou énergétique. Il y a une petite erreur dans ce qui est inscrit. Comment elle est encadrée, comment elle est précisée et comment elle est rémunérée. C'est un des points principaux qu'on détaillera pendant la journée de formation aussi. Là encore, un exemple de sommaire de contrat et de liste d'annexes. Et puis on en arrive à la documentation qui sera fournie, qui sera mise à la disposition du porteur de projet par le fabricant depuis assez tôt dans le développement et pour la réalisation des dossiers de demande d'autorisation administrative jusque très tard au moment de l'exécution et au moment de la mise en service, donc une fois les installations réalisées et pour sa durée de vie. Je vais donner simplement quelques exemples qui ont trait au choix de la machine. C'est les plans d'ensemble avec les codes de la machine, le certificat qui est crucial à la fois pour les autorisations administratives et pour le financement, les courbes de puissance qu'on a déjà évoquées et puis les courbes qui ont trait aux émissions acoustiques. Pour la réalisation des chantiers, on va fournir des plans de fondation, on va fournir des descentes de charges pour le dimensionnement des fondations, des spécifications pour le transport et pour la réalisation des plateformes pour pouvoir accueillir la grue et tous les composants pour le montage. Ça, c'est très important pour définir les bonnes emprises foncières notamment et pour les demandes d'autorisation. Et ensuite, un gros lot qu'on a peu évoqué, c'est le raccordement électrique. Une demande doit être faite au gestionnaire de réseau, qui est généralement Enedis, mais pas toujours. Il y a des fiches de collecte à compléter. Le fabricant va les pré-compléter et les mettre à disposition et compléter avec un certain nombre d'annexes, que sont un certificat IEC sur la qualité du courant qui est délivré, des spécifications sur les transformateurs électriques et les fameuses capacités constructives qu'on a déjà évoquées pour que le gestionnaire de réseau puisse confirmer que les machines sont compatibles avec ses propres exigences. Et ensuite, un certain nombre de plans électriques, notamment celui du poste de livraison, qui intègre un certain nombre de composants qui vont pas être exactement les mêmes si on a une machine à multiplicateur ou une machine à attaque directe. Donc voilà, c'est autant d'exemples de toute la documentation qui sera nécessaire à plusieurs moments du projet et que le partenaire, le fabricant, mettra à disposition au fur et à mesure. Et on arrive au terme du déroulé de la présentation. Voilà. On espère que c'était intéressant, satisfaisant. J'ai essayé d'aller très vite sur la fin. Oui, merci beaucoup. Effectivement, alors on a quelques questions. J'espère qu'il y en a d'autres qui vont arriver. Il nous reste 20 minutes. Donc on a une question de Guy qui demande sur les permis de construire modificatifs. N'est-ce pas une façon finalement de laisser la porte ouverte à nouveau au recours? Et donc, est-ce qu'il n'y a pas un risque pour le projet, au moins dans son début d'installation? Alors, il y a deux points. Soit vous avez un recours sur le permis initial, et pendant qu'il y a un recours sur le permis initial, sa durée de validité est suspendue, et donc finalement, que vous introduisiez un modificatif ne vous fait pas perdre de temps, puisque le modificatif va être instruit pendant que le recours sera instruit, soit par le préfet s'il y a eu un gracieux, mais souvent le préfet ne répond pas, et donc on est au contentieux, et donc il n'y a pas de problème. Et après, s'il y a recours sur le modificatif, mais que le recours initial, que le permis initial est obtenu, le recours sur le modificatif ne pourra aboutir que pour des motifs différents du projet initial. Je m'explique, c'est-à-dire que tout ce qui a été validé définitivement sur l'initial ne peut plus être mis en cause. Donc le recours ne va pouvoir porter que sur les modifications et pas sur le projet lui-même. Donc aujourd'hui, on commence à avoir un début de jurisprudence en ce sens, et les banques, par exemple, commencent à accepter d'instruire des dossiers et de les financer si les autorisations initiales sont obtenues, même s'il y a un recours sur le modificatif, estimant
note d'avocat à l'appui, que le risque que le recours modificatif aboutisse est léger. Ok, une autre question, existe-t-il une checklist ou un modèle de dossier permettant d'aider les nouveaux porteurs de projets éoliens? Quelle est la durée moyenne pour obtenir des autorisations, préparation de dossier, puis délai d'instruction pour autorisation? Ça, alors, est-ce qu'il existe une checklist? Il existe des organismes, des associations qui ont publié des éléments. Donc, à ce sujet, le syndicat d'énergie renouvelable l'a fait, mais Énergie Partagée Association, Amorce. Donc, effectivement, il existe des documents. Pour répondre en quelques mots, entre le début d'un projet et le dépôt des demandes d'autorisation, il faut compter 2 voire 3 ans, à peu près 1 an d'instruction. Et donc l'obtention des autorisations au bout de 4 ans. Et puis ensuite, en fonction de ce qui se passe sur les autorisations, recours ou pas recours. Si vous n'avez pas de recours, vous pouvez préparer la construction. Et ensuite, ce qui vous limite, c'est la disponibilité de la ligne électrique. Il faut au moins 1 an, voire 1 an et demi dans certains cas. Parfois, il faut renforcer le réseau, donc il faut plus de temps. Et donc, on peut dire que si tout se passe bien entre le début d'un projet et la mise en service, vous pouvez avoir 5 ans, 5 ans et demi. Et après, il faut rajouter du temps en fonction des recours, de la disponibilité du réseau, et puis de la vitesse à laquelle vous allez développer le projet. Parce que là, je parle de critères uniquement techniques, mais il faut aussi intégrer toute cette notion de participation du territoire au développement. Alors une question, je pense plus pour David. Quel est le délai moyen de livraison sur site d'une éolienne après sa commande? Le délai moyen qui est proposé chez nous, il est de 8 mois. Selon les constructeurs, ça va varier entre 6 et 10 mois, grosso modo. Ce qu'il faut bien voir, c'est entre le moment où le contrat entre en vigueur et la livraison sur site. Effectivement, en ce moment, on a entre 6 et 9 mois suivant les constructeurs. C'est important de dire ça parce que le moment où le contrat est en vigueur, c'est le moment où vous avez mis en place votre financement. C'est-à-dire que le constructeur dit ok, on a signé, mais on a encore des conditions suspensives pour que ce soit fait. Et donc, il faut que vous payiez la compte, bien évidemment. Enfin, les 2 grandes conditions, c'est payer la compte et avoir mis en place un financement pour sécuriser le constructeur sur le fait qu'effectivement il va bien être payé au moment où il va livrer. Donc il y a des éléments qu'il faut bien anticiper d'un point de vue financier et administratif. Alors j'ai une question d'Énergie Vendemoise qui me demande que se passe-t-il si les performances énergétiques ou les performances acoustiques ne sont pas à la hauteur des études mais plus mauvaises après la mise en service. Alors, j'en profite aussi pour dire à Énergie Vendemoise qui pose une question sur la fiscalité. Quand on organise un webinaire plus sur la finance le 22 juin, et je pense que donc on pourra éventuellement répondre à une question sur la fiscalité lors de ce webinaire. Je vois celui qui présente le webinaire hausse les yeux, mais on s'arrangera plutôt pour y répondre à ce moment-là. C'est la fiscalité de la société projet. Ça ne devrait pas être compliqué. Okay. Sur la performance, c'est une performance qui ne serait pas attendue ni au niveau de la production ni au niveau de l'acoustique. Le contrat va prévoir un système de compensation. C'est-à-dire qu'il y a un contrôle de la performance qui va être prévu au contrat, avec des modalités de contrôle qui peuvent être relativement complexes. Et donc, c'est en effet un élément très important du contrat, de bien encadrer les modalités de contrôle de la performance et les modalités de compensation par le fabricant de l'énergie non produite, que ce soit du fait de la performance ou du fait de l'acoustique. Et on va retrouver ces éléments-là à la fois dans le contrat de fourniture et on va aussi le retrouver dans le contrat de service avec la disponibilité des machines. Mais ça fait partie des points cruciaux. Partie des points cruciaux et il y a toujours dans les contrats un cap, c'est-à-dire un plafond d'indemnisation. Donc là, il est très important de bien s'assurer que ce plafond est cohérent avec la taille du parc, parce que vous pouvez retrouver avec une garantie et puis finalement, quand vous l'exercez, vous n'êtes pas compenser intégralement de vos pertes, ça c'est le premier point. Et deuxièmement, techniquement, pour mettre en œuvre et démontrer que la machine ne produit pas ou qu'elle a des émissions acoustiques plus importantes, il faut aussi prévoir dans le contrat des modalités de discussion entre l'acheteur et le fournisseur en cas de désaccord, et notamment l'intervention d'un bureau tiers, puisqu'on l'a dit tout à l'heure,
les machines, elles sont certifiées pour un type de site, et bien évidemment, le site sur lequel on va s'installer n'est pas exactement le site sur lequel elle a été certifiée. Et donc, pour réussir à démontrer qu'on a réellement une perte de puissance par rapport à la courbe de puissance qui a été vendue, soit on est dans un cas évident, la machine ne dépasse jamais 50% de sa puissance, et là, pour le coup, le constructeur sera OK. Si on est plutôt sur une courbe qui monte un peu moins rapidement que ce qui est prévu, forcément, il y a recours à un tiers, et donc là, il faut l'avoir prévu dans le contrat pour éviter de se trouver dans une situation où on ne peut pas exécuter concrètement cette clause de compensation. Mais ça existe dans les contrats. Il nous reste encore un peu de temps pour prendre en compte des questions. Donc, j'ai une question de Guy qui demande si les 150 machines Poma pour l'Inde ont-elles été fabriquées en Inde? Si oui, ce PR, je ne sais pas trop ce que ça veut dire, ce PR plus favorable, peut-il permettre une vente plus intéressante en Europe, par exemple? Dans l'histoire, on a eu différents sites de fabrication. Le premier en Europe, en Autriche, et ensuite on a aussi eu un site de fabrication en Inde. Donc on a eu de la fabrication européenne pour l'Europe, on a eu de la fabrication indienne pour l'Inde, toujours en respectant les normes internationales et des certifications réalisées par des organismes européens. Est-ce que les coûts de fabrication sont plus faibles là-bas? Oui, ils l'ont été, ils le restent, même s'ils augmentent. Après, notre stratégie, ça ne va pas être de proposer pour la France des produits fabriqués en Asie, bien au contraire. Notre stratégie, ça va être de proposer de la fabrication française, parce qu'on est industriel français. La France n'avait pas je me permets de parler Poma pour le coup, parce qu'on m'y invite. Notre stratégie, ça va être de prendre ce rôle du fabricant français, de fabriquer des éoliennes d'une technologie maîtrisée qui est Lightwind dans des usines de Poma sur le territoire. On vient d'investir pour ce faire, pour disposer d'une nouvelle usine, d'une nouvelle ligne de production, et on va donc proposer des éoliennes made in France. On a un enjeu réel qui est d'être compétitif par rapport aux autres produits européens et mondiaux qui sont sur le marché, mais au contraire, on va vouloir proposer du français plutôt que de l'indien ou de toute autre origine. Il y a une certaine idéologie derrière ça. On pense qu'on est capable d'être compétitif et on pense que c'est intéressant de disposer d'un outil de production, d'un outil industriel sur le territoire. Et dans l'absolu, ça permet de raccourcir les circuits. Et en termes d'utilisation des ressources, c'est quelque chose qui est bénéfique. Ok, ben là, pour le coup, on a bien parlé de Poma, et là, on va parler de ce que peuvent faire les constructeurs un peu de façon un peu moins sympathique. Et par expérience, existe-t-il des conflits entre les données fournies par les constructeurs avant installation et les résultats de production sur site en réel? Plus une question pour Mathieu. Ouais, alors des conflits, ça rejoint un peu la question qu'on a posée tout à l'heure, c'est-à-dire donc le constructeur s'engage sur des performances qu'il lui garantit, donc c'est contractuel. Et ensuite, si vous constatez que certaines comment dire, données ne sont pas respectées, on pense principalement à la courbe de puissance électrique et la courbe de puissance acoustique, là, vous rentrez dans une discussion contractuelle. Est-ce que ça arrive? Oui, c'est déjà arrivé, effectivement. Souvent, on s'en rend compte très vite, c'est-à-dire dans les 2 premiers mois de mise en service, on se rend compte. Alors là, je vais parler d'un acteur dont on a assez peu parlé, c'est l'exploitant. C'est-à-dire quand vous êtes propriétaire du parc et que vous l'avez mis en service, vous devez avoir un exploitant qui analyse les données du parc et qui fait justement la relation avec le constructeur qui est devenu mainteneur. Et donc, vous analysez les courbes de puissance de chacune des machines, et si vous vous rendez compte que vous avez une machine qui ne produit pas, il faut tout de suite se retourner vers le constructeur. Ce qui peut se passer, et c'est quasiment toujours le cas quand on a un problème, c'est que vous avez un problème de calage des pales, puisque les pales sont sur des machines dont on parle, les grandes machines à pas variables. Et donc, s'il y a un problème de calage, ça signifie que la pale est mal calée, et donc vous avez une dégradation de la courbe de puissance électrique, qui occasionne aussi une dégradation de la courbe de puissance acoustique. Mais ensuite, à part des problèmes lors de l'installation ou des réglages, une machine, son processus de certification, on est passé un peu rapidement dessus, mais c'est un processus qui est très long. Donc, de conception, il ne peut pas y avoir un problème qui conduise à ce que toutes les machines sorties d'une usine ne respectent pas les caractéristiques garanties par le constructeur. Mais ensuite, en construction ou en réglage, ça peut arriver.
Et donc c'est ce que je disais tout à l'heure, soit c'est évident et donc il y a un réglage qui est rapide, soit c'est moins évident et là il y a des exécutions qui peuvent être longues. On sait qu'il y a des constructeurs qui sur certains modèles, sur l'acoustique, ont eu des problèmes. C'est aussi lié au fait qu'en France, on a une réglementation acoustique particulière qui n'est pas la même qu'en Allemagne. Je ne vais pas rentrer dans le détail. Et ce qui fait que, on peut avoir des machines qui respectent la réglementation acoustique en Allemagne, qui ont été conçues comme telles, et qui ont un peu plus de difficultés pour respecter la réglementation acoustique en France, qui, sans être plus contraignante, exige que sur toutes les vitesses de vent, on n'ait pas une certaine émergence. Et c'est aussi la raison pour laquelle je ne l'ai pas mis dans la présentation, mais il y a un point important, David l'a dit, quand on commande une machine, il faut regarder le nombre de machines qui a déjà été installées dans le monde, parce que c'est comme pour les voitures, hein, vous pouvez avoir au lancement d'une nouvelle machine une série qui n'est pas encore tout à fait correctement réglée. Ok. J'avais une question en amont. Je vois qu'on a encore un peu de temps, donc je vais la poser. Il y avait une question sur pourquoi ça stagne en PACA, l'installation des éoliennes. La région PACA, c'est une région. Vous avez beaucoup de contraintes, donc des contraintes environnementales avec, enfin, techniques liées d'abord au relief. Vous avez une bonne partie de PACA qui se trouve en montagne avec des sites difficilement accessibles, des sensibilités environnementales fortes sur certains secteurs, et puis des contraintes techniques. Vous avez, par exemple, si on prend les Bouches-du-Rhône, la Camargue, donc là, contrainte environnementale, et à côté, la base aérienne d'Istres. Et donc, dans le secteur du port autonome de Marseille, par exemple, on pourrait se dire, on a une activité industrielle, un parc éolien ne posera pas de problème. Aujourd'hui, vous avez des contraintes qui font, notamment en lien avec le radar de la base militaire, que vous ne pouvez pas installer d'éoliennes. Ensuite, dans la vallée du Rhône, vous avez beaucoup de contraintes aussi avec des sites nucléaires qui sont aussi concernés par des zones de protection dans un rayon de 30 km autour du site nucléaire. Vous avez des radars civils, militaires, des radars de Météo France. Et puis sur les secteurs sur lesquels il pourrait y avoir du développement, il faut le dire, un manque de volonté politique de développer des projets, certainement lié à ce que les élus perçoivent comme une opposition qui surviendrait en cas de développement de projet. Voilà. Et puis vous avez des secteurs, je pense au Var, qui sont pour 60%, 70% couverts par une contrainte, par exemple, militaire liée à une zone d'entraînement d'hélicoptères. Donc c'est très compliqué de développer en PACA. Ok, merci beaucoup. Est-il possible d'évaluer la puissance maximum pour se raccorder à une HTA locale au lieu du poste source qui peut être loin? Alors, ça c'est compliqué à faire. Ça dépend de la robustesse du réseau localement et notamment aussi de la consommation. C'est-à-dire que si vous êtes en bout de ligne et que vous avez peu de consommation, la puissance sera faible. Si vous êtes sur une ligne 20 000 avec de la consommation à côté, il sera possible d'implanter certainement une, voire au plus deux éoliennes. Par contre, deux éoliennes, c'est vraiment compliqué. Je vois ce que fait David à côté, donc c'est plutôt une éolienne. Par contre, vous n'aurez la certitude de pouvoir vous raccorder qu'après avoir obtenu les autorisations. Parce que, on l'a pas dit tout à l'heure, mais votre demande de raccordement, vous ne pouvez la faire qu'une fois que vous avez obtenu les autorisations de construire, donc très tard dans le process. Donc c'est à ce moment-là que vous aurez une proposition technique et financière qui, pour la première fois, est quasiment engageante de la part du gestionnaire de réseau. Par contre, si en amont du projet, en phase de faisabilité ou début de développement, vous vous dites, tiens, je suis très loin du poste source, est-ce que j'aurais pas plutôt intérêt à développer un projet avec une machine, voire deux petites machines et me connecter sur le réseau local? Alors là, je vous invite à faire une demande qui est payante d'études exploratoires auprès du gestionnaire de réseau qui va vous répondre, qui va vous dire quelle est la solution de moindre coût. Soit il va vous dire vous allez jusqu'au poste source, auquel cas vous aurez la réponse. Localement, le réseau n'est pas capable d'écouler la production. Soit il vous fera cette proposition de raccordement en piquage plein réseau. On a une autre question. Philippe qui s'inquiète d'une course au gigantisme, qui pose à terre de nombreux problèmes. Ça, c'est sûr. D'un point de vue
paysager, mais aussi de perception et de perception, on va dire, d'écrasement par rapport à la taille des machines. Tous les sites ne se prêtent pas aux très grandes machines. Bon, ça c'est une appréciation personnelle, mais je pense qu'elle est plutôt partagée. Par contre, dans les sites en plaine, et moi je suis allé régulièrement dans le nord de l'Allemagne pour des raisons professionnelles, vous avez beaucoup de mal à faire la différence entre une machine qui a un mât de 100 mètres et un diamètre de 100 mètres, donc qui culmine à 150 mètres, et une machine par exemple qui a un mât de 120 mètres et un diamètre de 126 mètres. Quand vous arrivez, vous êtes en plaine, vous avez différentes éoliennes, c'est quand même assez compliqué de faire la différence. Après, il y a un autre point, c'est que la course au gigantisme, elle va s'arrêter parce qu'on se rend compte que là, dans les modèles qui sont proposés par les constructeurs, ça fait un moment qu'on ne parle plus de machines au-delà de 120, 140 mètres de mât et de 120, 140 mètres de diamètre. C'est-à-dire qu'on sent qu'il y a vraiment une stagnation, alors que depuis le début des années 2000, voire même au milieu des années 90, on n'a fait qu'augmenter les tailles de machines. Donc je pense qu'à un moment donné, on s'arrête aussi parce que faut retenir une chose, à une altitude d'environ 200 mètres, vous avez à la surface de la Terre à peu près la même ressource en vent. C'est-à-dire dans les couches inférieures, c'est là qu'on a les effets locaux. Et donc cette course à toujours aller plus haut pour aller chercher plus de vent, ou en tout cas un vent plus régulier, elle a sa limite de toute façon physique. Et par ailleurs, il y a une question d'accès sur les sites. Quand vous amenez une pale qui fait 60 mètres, voire plus, même sur les sites dits accessibles, ça devient quand même un peu compliqué, quoi. C'est pour ça que c'est plus facile d'installer des machines encore plus grandes en mer, parce que les usines de pales vont être installées bord à quai, donc livrées directement sur des barges sur les sites. On n'a pas toutes les contraintes du transport routier qu'on aura pour accéder sur des sites terrestres. La solution à ça, c'est de proposer des pales en plusieurs sections. Il y a des fabricants qui essaient de trouver des solutions, mais il n'y en a pas encore de suffisamment satisfaisantes pour permettre de livrer des pales en plusieurs sections, mais garder une bonne performance aérodynamique et donc une bonne performance énergétique. Donc c'est une des limites, en effet, le transport aussi. C'est drôle que tu parles de la mer parce que justement, je voulais te relayer éventuellement une question s'il restait un peu de temps à propos de ça. Donc, quelle démarche à entreprendre pour réaliser un prototype démonstrateur d'un générateur houlomoteur? Le moteur, on est bien dans la mer, mais alors nous, on a décidé de se spécialiser dans l'éolien terrestre. Donc l'éolien classique, comme on l'appelle, mais en mer, on ne le pratique déjà pas. L'houlomoteur, il y a quelques acteurs qui sont positionnés sur le sujet, c'est très spécialisé. Les technologies de génératrices qui peuvent être employées, elles sont assez variables, c'est des génératrices électriques finalement. Le cœur de la bête, ça va pas être la génératrice, ça va plutôt être le système d'entraînement encore. Donc je saurais pas répondre précisément à cette question-là. Ok, je relais une question de Guy à propos de mise plus haut sur éolienne tour antigel vignoble. Aujourd'hui, hélico utilisé dans différents vignobles qu'en gel, donc un coût, les éoliennes pouvant le reste de l'année produire des kilowatts et n'en consommer comment du gel. Oh là, question un peu bizarre, je pense que c'est sur la. Je pense que j'ai compris. L'idée, c'est est-ce qu'une éolienne installée dans un vignoble pourrait servir de ventilateur pendant les périodes de gel? En fait, les chaînes, la légende comme quoi on ferait tourner les éoliennes, c'est les opposants qui aiment agiter ça. Tourner les éoliennes quand il n'y a pas de vent en consommant de l'énergie n'est pas une réalité. Et les éoliennes ne sont pas équipées, en fait, pour pouvoir fonctionner en moteur et entraîner les pales elles-mêmes. Donc, on ne saurait pas répondre à ce besoin-là avec des éoliennes classiques. Il faudrait les adapter de manière très particulière. Guy est alsacien, donc les vignobles, c'est un sujet. C'est un sujet pour moi aussi, même sans être alsacien. Écoutez, il est 14 heures, je sais que je risque d'en frustrer quelques-uns, mais il est temps de clore ce webinaire. Je voudrais vraiment vous remercier tous les deux, Mathieu pour avoir passé du temps, David aussi pour nous avoir donné beaucoup d'éléments sur ta connaissance de toutes ces choses, et donc nous donner rendez-vous en juin pour la formation d'une journée. Je pense qu'il ne sera pas trop pour faire le tour de tous ces sujets. Et donc, vous donnez rendez-vous au prochain webinaire qui aura lieu le 31 mai et on sera sur de la communication. Merci beaucoup. Au revoir. Merci.